bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sian TV. Aujourd'hui, on va parler de robots volants, presque. J'exagère un peu, je ne suis pas scientifique. On va en parler justement avec Jean-Baptiste Izard de Tecnalia et Marc Goutefard. Vous êtes chercheur au CNRS LIRM. Alors, évidemment, j'exagérais en disant des robots volants, c'est pas des drones, mais c'est des robots, effectivement, qui volent quelque part. Ils sont attachés par des câbles, en fait. Expliquez-nous comment ça marche et ce que vous faites chez Tecnalia. Alors, moi-même, je suis donc ingénieur-chercheur chez Tecnalia depuis maintenant 8 ans. J'ai principalement travaillé donc sur ces robots parallèles à câbles que vous avez bien introduits en disant que c'est un peu comme des robots volants. Quand on les regarde de loin, en fait, finalement, les câbles, on les voit assez peu. Ouais. C'est un objet qui est maintenu par des câbles qui sont tirés un petit peu dans toutes les directions, ce qui fait qu'on n'a pas de balancement comme on pourrait l'avoir sur une grue, par exemple. Avec ce système-là, on est capable de déplacer un objet en 6 degrés de liberté, donc les 3 translations, les 3 rotations, dans un espace large, délimité globalement par la structure qui l'entoure. Alors c'est très impressionnant, effectivement, il faut voir les vidéos, mais on peut se l'imaginer. Alors là, pour les besoins de l'exercice, c'est une structure qu'on peut avoir sur le plateau, mais on peut aller sur des surfaces très grandes, vous allez nous le dire. Donc effectivement, si on fait simple, pour réimaginer nos propos, c'est un cube, il est tenu par 8 câbles, et effectivement, on comprend bien qu'on peut le faire bouger partout, mais c'est pas juste pour le plaisir. Il y a beaucoup d'applications à ça. Quelles sont-elles ? Tout à fait, ce sont des applications. Les applications sur lesquelles on travaille, c'est des applications qui sont pour l'industrie. Donc mon travail, Tecnalia est une fondation de recherche, une entreprise privée à but non lucratif, dont le but est d'aider les laboratoires à transposer leur technologie dans le domaine industriel. Donc on apporte des problématiques industrielles auxquelles on répond avec ces nouvelles technologies. Ça va être par exemple des questions de levage automatisé, déplacer des grosses charges d'un point de vue d'une usine à un autre, tout en faisant des déplacements en rotation par exemple aussi. Un peu comme ce que font aujourd'hui les robots, d'attraper une pièce dans une cellule, la poser ailleurs, sauf que c'est le faire à l'échelle de l'usine. Ouais. Et donc c'est là que les robots à câbles deviennent intéressants, puisqu'on n'a plus vraiment de limites sur les dimensions qu'on peut atteindre, sur les charges qu'on peut porter, puisqu'il s'agit d'enrouler la bonne quantité de câbles et de mettre des câbles suffisamment forts pour porter la charge dont on a besoin. Alors, c'est aujourd'hui une technologie mature, on s'en sert dans l'industrie aujourd'hui. Allez-y, oui. Oui, c'est une technologie sur laquelle on est en train de faire un transfert de technologie. Donc, on a un partenaire qui vend ces équipements sous licence maintenant. C'est assez récent. Mais aujourd'hui, il y a des produits qui peuvent être commercialisés, des produits robots à câbles. Alors, quand on voit le fonctionnement, où effectivement, dans cette zone où le robot fonctionne, il n'y a pas d'humain, c'est normal. Tout à fait, c'est comme ça que ça se passe en général. Voilà. Mais on peut s'imaginer effectivement que ça pourra être utile dans des situations où l'humain, justement, ne peut pas y être, soit parce que c'est trop dangereux, soit parce que c'est inaccessible, soit parce que ça serait vraiment un travail très laborieux pour l'humain de faire ça. Voilà, c'est ça. C'est sur ce genre d'application qu'on s'oriente principalement. Le dernier projet, donc le projet DexterWide, c'est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre duquel on a fait des développements qu'on a amenés sur le salon aujourd'hui. Et le but était de faire de l'échantillonnage lors du démantèlement d'installations nucléaires, par exemple. Donc on installe le robot dans une installation, on fait des échantillons un peu partout dans la pièce, donc c'est une opération répétitive dans un environnement dangereux et compliqué. Et ensuite, à partir de ces échantillonnages, on pourra dire si oui ou non le site a bien été décontaminé. Alors justement, on va en parler de ce projet DexterWide. Alors c'était un appel à projet, Marc Goutefard, vous êtes chercheur au CNRS LIRM. Alors c'était quoi déjà cet appel à projet ? Qu'est-ce qu'on demandait ? Alors, pour parler de l'appel à projet lui-même et après le projet DexterWide, non, mais on le fait rapidement, l'appel à projet, c'était pour savoir d'où ça vient en fait. L'Agence nationale de la recherche, l'ANR, lance des appels à projets tous les ans pour financer justement des projets qui sont en rupture technologique. Approchez-vous du micro. En rupture technologique, en partenariat entre des universités, des laboratoires, là dans le cas ici du CNRS, et des industriels. Donc dans le cadre de ce projet-là, notre objectif était d'utiliser cette technologie de robot à câble, donc vous avez parlé un peu de robot volant, pour déplacer un robot industriel plus classique dans un grand espace. Et là, pourquoi c'est encore de la recherche ? Parce que les systèmes qu'on empile sont des systèmes qui sont bien maîtrisés dans l'industrie. Le robot à câble est un peu spécifique, mais l'enroulement de câbles, les treuils, etc., c'est des choses qui sont connues depuis longtemps dans l'industrie et qui sont bien maîtrisées. Par contre, la coordination des mouvements, la conception aussi du système où on attache les câbles
à partir d'un certain cahier des charges industriel. Ça, c'est la partie CNRS, c'est là que vous intervenez? Avec Technalia, hein, on Technalia. travaille vraiment en collaboration D'accord, étroite dans tous les domaines, de la valorisation des calculs jusqu'à la valorisation. Mais oui, ça, ce sont les parties plus recherche. Et également après toute la partie qu'on appelle la commande automatique en robotique, c'est-à-dire comment on va générer les mouvements, comment on va coordonner les mouvements entre les différents actionneurs. Parce que, vous l'aurez peut-être compris, ce genre de système a beaucoup d'actionneurs, beaucoup de degrés de liberté, comme on dit en robotique. Puisque pour faire des mouvements dans l'espace suivant toutes les directions, et après le bras robotique lui-même a ses propres mouvements. Et il faut coordonner tout ça donc, pour achever les mouvements qui sont nécessaires pour effectuer une tâche ou une autre. Par exemple, celle que vous avez mentionnée. Alors effectivement, il faut voir ces robots en fonctionnement pour comprendre le degré de complexité jusqu'où on peut aller, quoi. Enfin, parce que je veux dire, il y a des mouvements qui doivent être très précis, j'imagine. Donc, le plus difficile dans tout ça, c'est quoi? C'est d'adapter les calculs à la mécanique, basiquement. Alors si on veut résumer, parce que la chose est quand même relativement complexe, j'imagine. mais si on veut résumer, il y a la partie conception, Oui. ce que je mentionnais, donc comment on va choisir les robots pour que les caractéristiques en termes de masse, de dimension, etc. correspondent bien, pour pas qu'il y ait de soucis de sécurité et de performance. Et après, il y a la partie vraiment génération de mouvement. Donc là, on est plus sur du logiciel. Donc on va faire des logiciels qui vont permettre de contrôler les mouvements de ces différentes machines de manière synchronisée et de manière fiable et sûre. C'est un peu comme dans l'habillement du sur-mesure. Là, il faut créer le logiciel où il est déjà existant, créer des choses très particulières. C'est vraiment du sur-mesure? Alors c'est un peu des deux. On utilise des logiciels industriels qui nous permettent de développer à l'intérieur, comme on ferait pour un logiciel d'ailleurs sur autre. Hein. D'accord. Donc on a un framework, on redéveloppe pas tout. Mais à l'intérieur de ces logiciels-là, il faut qu'on fasse Vous prenez la base nos propres. Voilà, on a une base et on va développer à l'intérieur certaines briques qui vont permettre briques logicielles qui vont permettre de générer les mouvements, d'intégrer des capteurs aussi. On a besoin de capteurs en robotique. Et alors ce projet Dexter Wide, aujourd'hui, ça en est où? Alors aujourd'hui, il s'est terminé en mai de cette année 2019. Juste avant l'été, là. Juste avant l'été. C'est à ce moment-là que les derniers développements ont été clôturés, les dernières publications écrites. Maintenant, voilà, on est dans la phase où on cherche à exploiter ce savoir-faire qu'on a accumulé en cherchant des cas industriels, faire des études de cas spécifiquement avec ce genre de technologie et amener jusqu'à la réalisation d'une machine à plus haut niveau de disponibilité de la technologie. Et alors, dernière chose, pour conclure, finalement, ces appels à projets, ça permet de passer des marches, de travailler en collaboration, des choses que vous n'auriez pas forcément faites ni les uns ni les autres s'il n'y avait pas eu ça? Tout à fait. Tout à fait. Ces appels à projets permettent aux industriels de développer en partenariat avec les universités des projets un peu à risque, qui prendraient pas forcément eux-mêmes. Sur des échelles de temps un peu plus longues, il n'y a pas de clients. Donc il y a de l'argent qui arrive du public, donc c'est de l'argent public, mais où il n'y a pas de clients. Donc on peut prendre des risques. Il y a une finalité industrielle, mais on peut se tromper. Il y a une grande finalité industrielle, mais on peut se tromper, on peut revoir les choses. Mais souvent ça aboutit à des ruptures et à des systèmes en plus qu'après on garde. Bien sûr. Donc là ça a financé du matériel que nous aujourd'hui, Technalia comme le LIR, mais en collaboration on exploite pour démontrer la technologie. C'est des preuves de concept principalement. Donc Jean-Baptiste aussi, c'est important ces appels à projets, ce travail collaboratif? C'est important pour écrire une histoire aussi. C'est-à-dire que nous, ça nous donne un cadre de vers quoi on tend. Et c'est important d'avoir cet objectif-là. Là, par exemple, c'était de dire, avec un robot à câble qui peut se déplacer de façon très large, on va essayer de faire des perçages. Aujourd'hui, on a réussi à montrer qu'on peut faire du perçage sur du béton avec de la percussion, donc un perçage qui est assez conséquent. Le robot bouge sans que le robot bouge. Voilà. C'est des choses qu'on n'a jamais expérimentées et pour lesquelles on a besoin de matériel, on a besoin de passer du temps. Bien sûr. Et c'est important d'avoir ce cadre-là pour se fixer. Ok, l'objectif maintenant, c'est de faire ça. Je pense que c'est aussi important pour les industriels qui font partie de ces consortiums parce que ça leur donne un objectif en fait finalement qui garantit pour nous qui a une certaine implication et pour eux qui est quand même un certain niveau de résultat. Évidemment, quand on fait un projet collaboratif avec des entreprises dans le consortium, on se met un peu plus de contraintes sur l'objectif qu'on cherche à atteindre que lorsqu'on est entre centres de recherche, par exemple. Parfait. Bien, messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.